Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 12 décembre 2022 et je continue mes digressions à partir de cet ouvrage L'espoir maintenant, les entretiens entre Jean-Paul Sartre et Béni Lévy. En 1980, donc à la veille de la mort de Jean-Paul Sartre. Ces vidéos sont en lien avec la théorie que je défends sur la mécanique universelle et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est une perfection spirituelle. C'est l'aptitude facile à atteindre l'état d'extase. Cet état sublime, cet état extraordinaire que toutes les cultures, toutes les grandes spiritualités ont déjà découvert, ont déjà expérimenté. Certains éclaireurs, certains grands mystiques ont expérimenté cet état-là, qu'on peut appeler l'éveil, le nirvana, le samadhi, donc la béatitude, voilà. Cet état-là. Donc ça, c'est pour poser le cadre de des digressions, des pensées que je déroule à partir des ouvrages que je lis et que je découvre en même temps. Voilà. Là, sur l'espoir maintenant, c'est la 16e ou 17e vidéo à partir de cet ouvrage-là. Donc, je vais aller un petit peu plus rapidement. Je vais lire des passages, des débuts de chapitres. Je commence par le 4. J'en suis au 4 en fait. Chapitre 4. Vit-on moralement tout le temps? C'est la question. Alors, Béni Lévy demande à Jean-Paul Sartre, qu'entends-tu aujourd'hui par morale? Jean-Paul Sartre répond, j'entends par là que chaque conscience, n'importe laquelle, a une dimension que je n'ai pas étudiée dans mes ouvrages philosophiques et que d'ailleurs peu de gens ont étudiée comme telle. C'est la dimension d'obligation. Le terme d'obligation est mauvais, mais pour en trouver un autre, il faudrait quasiment l'inventer. Alors, cet autre terme, je pense que je vais pouvoir pas l'inventer, mais le préciser avec d'autres termes. J'entends par là que dans chaque moment où j'ai conscience de quoi que ce soit et où je fais quoi que ce soit, il y a une sorte de réquisition qui va au-delà du réel et qui fait que l'action que je veux faire comporte une sorte de contrainte intérieure qui est une dimension de ma conscience. Toute conscience doit faire ce qu'elle fait, non que ce qu'elle fait soit tellement valable, mais tout au contraire, parce que n'importe quel objectif qu'elle a se présente en elle avec un caractère de réquisition. Et cela, pour moi, c'est le départ de la morale. Alors, cette morale dont parle Jean-Paul Sartre, à mon sens, c'est une sorte de morale instinctive, quelque chose qui est inscrit dans notre organisme, en fait. Peut-être c'est quelque chose qui est élaboré à partir de notre enfance, de tout bébé. On nous recadre, on nous dit voilà, il faut agir comme ça, etc. Et puis il y a tout un tissu social qui va organiser notre existence dans une ambiance morale, une ambiance
éthique, morale, où on doit se comporter de telle façon, chaque fois qu'on fait une action, quelque chose d'instinctif nous pousse à la faire le mieux possible, globalement. Et donc, cet état-là, peut-être qu'il est inné d'ailleurs. Peut-être que c'est appris, mais peut-être que c'est aussi quelque chose qu'on a de façon vraiment génétique, de façon organique. Et en fait, moi, dans la théorie de la mécanique universelle, je fais décliner la morale de nos origines primates. Lorsque nous étions primates, naturels, lorsqu'on vivait comme nos cousins, nos ancêtres chimpanzés, nos ancêtres bonobos, sans doute plutôt. Bon, bref, quand, quand on était dans ce soumis aux lois de la nature, on obéissait à des instincts moraux. On avait la morale, notre morale actuelle, elle décline, son origine était déjà dans l'instinct. Celui qui fait que le dominant, par exemple, chasse un prétendant qui vient l'affronter pour avoir le pouvoir, ils se battent, et puis le prétendant s'en va, s'enfuit, et effectivement, le dominant pourrait le poursuivre, pourrait le massacrer, en somme, le maltraiter, et en réalité, il s'arrête au moindre acte, au moindre, dans la nature, dès qu'un animal fait acte de soumission, le dominant arrête ses velléités. Le loup dominé tend son cou au dominant, qui pourrait le briser et le tuer, il s'arrête. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. Un mauvais comportement dans une troupe de primates est mal vu par l'ensemble du groupe qui va pouvoir qui va se rebeller si par exemple on vient choper, voler quelque chose avec lequel un chimpanzé s'amuse, si un de ses congénères vient le lui chaparder, il aura un acte, un réflexe d'agressivité envers le prédateur. Donc, il y a, et en fait, cette morale instinctive a été déclinée, est devenue dans l'humanité. L'humanité l'a amenée de façon culturelle. Au début, elle était instinctive, puis on a développé le langage, etc. Alors, on a pu commencer à transmettre les interdits, certains interdits de façon oraux, et voilà quoi, et ça va passer, les interdits vont commencer à se sophistiquer, ça va devenir des tabous, etc. Puis voilà, les tabous vont devenir des interdits, les interdits vont devenir des lois, et les lois vont se sophistiquer pour devenir ce que nous sommes actuellement, c'est-à-dire le tissu de lois qui régit l'humanité est là pour contraindre les pulsions humaines, la pulsion de s'affirmer aux dépens de ses congénères, la pulsion d'agressivité, la pulsion de domination, etc. Toutes ces pulsions qui nous relient à notre origine primate, à nos origines naturelles, les lois sont là pour progressivement les contraindre dans l'humanité. Et c'est ce chemin qui fait que l'humanité progressivement évolue vers son ultime perfection. À force de contraindre l'attitude à abuser de ses congénères, eh ben on arrivera à un moment où l'humanité n'abusera plus du tout de ses congénères. Et donc la paix universelle se sera imposée sur la planète. Et
on ne peut pas échapper à cette évolution en réalité. On est de plus en plus moral, de plus en plus éthique, de plus en plus respectueux d'autrui, même si il y a des moments où la société humaine va autoriser plus de transgression, parce que les dominants transgressent plus, ils donnent un modèle ou ils donnent un système, et c'est par exemple le néolibéralisme en, en se prenant comme modèle les dominants, l'oligarchie en fait, s'est présenté comme un modèle et donc un modèle de compétiteur, de créatif, de patron en fait. C'était un peu ça, c'était l'image qu'on pourrait en donner, c'était quand Bernard Tapie voulait qu'on devienne tous des winners. Voilà, les, l'instruction se dirige vers ça, il faut être un winner, un commercial qui sait vendre, etc. Par-dessus même l'éthique. Voilà, donc on a fabriqué un monde avec beaucoup plus de prétendants, donc plus violent. Plus il y a de prétendants dans le monde et plus il y a de violence, hein, c'est légitime. Si on met dans une troupe de primates, plus il rentre de prétendants et plus à la gouvernance, à la dominance, au pouvoir, au plaisir, à tout ça, et plus ça donne de la violence, ça entraîne de la violence dans la société. C'est légitime, quoi. Et plus on fabrique des commerciaux avec les dents longues qui sont sans foi ni loi, et plus on injecte dans la société quelque chose qui ressemble à ça. Plus on montre de la violence et dans les médias de la violence sans empathie, c'est-à-dire quelqu'un qui peut tirer, tuer un autre et puis passer à autre chose. Il n'y a pas de regard qui est porté sur les morts qui sont, les coups de pistolet qui sont distribués du matin au soir dans la télévision sans qu'il y ait de l'empathie qui puisse venir sur quelqu'un qui meurt, quoi. Hein, c'est même aberrant qu'on puisse accepter que des réalisateurs puissent montrer quelqu'un qui court, qui est Rambo, voilà, bam, il tire dans une foule, il va tuer, ou Schwarzenegger, ils vont tuer, dégommer des gens comme ça, et en faisant croire que ces êtres humains ne sont rien en réalité. C'est ça, symboliquement, ce que ça veut dire. Puisque personne les pleure, ils n'ont pas de famille, voilà, ils peuvent mourir comme ça, et en fait, en transmettant ce genre de valeurs, on démoralise, on enlève de l'empathie, on rend froid l'humanité en somme. Et le résultat est ce qu'on peut vivre, c'est-à-dire des gens qui peuvent massacrer un clochard. Il y en a qui, voilà, ils sont même allés. Alors heureusement, il y a la compensation parce qu'il y a les réseaux sociaux qui sont là, qui tombent, qui donnent une ultra morale justement, qui ramène une morale intense dans l'humanité. Mais ceux qui ont démoralisé l'humanité, c'est les dominants qui nous ont balancé des films, voilà, tous ces films américains, pendant 40 ans, 50 ans, là, ça a un impact énorme sur la psychologie de l'humanité globale. Donc il faudra revenir à quelque chose. C'est un moment comme ça, ce moment devait se vivre, voilà, on devait aller dans cet excès. Il y a toujours des moments comme ça que l'humanité doit dépasser. Voilà, il a fallu qu'elle dépasse
39-40, 39-45, un truc horrible où justement l'homme n'a plus de... la vie d'un être humain n'a plus aucun de certains êtres humains ne valent plus rien, quand d'autres valent tout, en gros. Et c'est le principe de l'aristocratie. Hein, voilà, on n'est pas dans un système démocratique, c'est-à-dire que dans le système démocratique, c'est le peuple. Donc c'est ce qu'on appelle la chair à canon qui vaut tout, qui est le souverain, qui a la plus grande valeur en réalité. Et les dominants sont là pour faire appliquer les valeurs du peuple. Et on voit bien qu'on est sorti de ce principe démocratique dans la mesure où le peuple n'a plus... quand le peuple n'a pas vraiment d'intérêt par rapport à l'élite, aux dominants, à ceux qui passent à la télévision, voilà, ils sont 500 à parler au nom du peuple et ils sont passés du côté de l'élite puisqu'ils ils font partie des 1 ou 2 ou 5% des plus riches, des mieux payés au niveau salarial de la France, par exemple. Ces gens qui passent à la télé, là, qui donnent leur avis sur tout, qui sont dans ces émissions de C5, machin, C8, je sais pas quoi. Bon, bref, toutes ces émissions-là, ces gens-là font partie donc de l'élite, en fait. Et en fait, c'est eux qui parlent au nom du peuple à partir de l'élite. Et c'est pas la logique. La logique, c'est le peuple qui doit pouvoir se voir dans son média. Dans le média, le peuple doit pouvoir se regarder et voir sa beauté, en somme. Pas voir du peuple les plus vénales, les plus soumis, les plus... voilà, le peuple, dans ces émissions-là, il est condamné à être sur les gradins, mal éclairé, à applaudir à un chauffeur de salle, donc à un employé des oligarques, en fait, qui les oblige à applaudir à ce moment-là, à rire quand il faut rire, enfin bref. Et puis, au milieu de la scène, il y a bien éclairé, bien maquillé, bien, etc., etc. Et dans un système, dans un décor complètement kitsch, que les Romains n'auraient pas détesté, hein, c'était sans doute... C'est complètement le principe de la reine affreuse, quoi, hein, du côté comme ça, vraiment affreux, de ce qu'on aurait pu voir dans le clinquant de Rome, avec des ors et des trucs, etc. Et là, on se retrouve avec exactement le même truc, le bling-bling à bloc, pardon. Et voilà, une façon de montrer cette chose-là. Donc, évidemment, dans 10, 20, 30 ans, on va juger tout ça, comme on juge aujourd'hui les Harvey Weinstein qui n'étaient pas jugés dans les années 70 ou voilà, tout ce qui il y a des choses qui n'étaient pas condamnées il y a 20 ans en arrière et que la loi maintenant regarde avec horreur, en somme. Hein. On est en train après la vague MeToo, on est en train par exemple de mettre des verrous là où il n'y en avait pas. Et c'est comme ça que la loi évolue. Et évidemment, on regardera ces médias actuels qui abusent complètement le peuple actuellement. Hein. Ce genre d'émissions se maltraitent complètement le peuple. Et ben,
non seulement ça sera condamné, mais en plus on les regardera avec le même regard que nous avons sur ces acteurs-là qui ont dérapé, etc., et qui sont blacklistés d'un seul coup parce qu'ils se sont mal comportés, exactement. Et là, on verra, on regardera ces émissions-là, on regardera ce moment où ces réalisateurs qui ont même été palmés, qui ont même été avec des films ultra violents, des films de tortionnaires, des films où la torture était carrément mise en exergue, quoi. Et on regardera ça avec le même dégoût, en somme. Dans 20, 30, 40 ans, ça sera exactement ça. Voilà ce que je peux dire sur ça. Je vais continuer. Alors, Benny Lévy, tu as depuis longtemps été sensible à cette idée qu'au fond, l'individu est mandaté. Et tu ajoutais dans L'idiot de la famille, en citant Kafka, mais on ne sait pas par qui. Alors cette idée d'une liberté mandatée, mais on ne sait pas par qui, est-ce que tu esquisses là l'idée d'une liberté réquisitionnée? Eh bien, je pense que c'est que cette liberté est réquisitionnée par le divin, justement. Jean-Paul Sartre, je pense que c'est la même chose. Il y a une difficulté qu'on retrouve à peu près dans toutes les morales classiques, aussi bien celle d'Aristote que celle de Kant, et qui est où placer la morale dans la conscience. Est-ce une apparition? Point d'interrogation. Vit-on moralement tout le temps? Point d'interrogation. Y a-t-il des moments où l'on n'est pas moral sans être immoral pour autant? Point d'interrogation. En mangeant un morceau ou en buvant un verre de vin, se sent-on moral ou immoral? Ou n'est-ce rien du tout? Et on ne sait pas non plus le rapport entre la morale que très souvent les gens enseignent à leurs enfants, comme étant la morale de tous les jours et la morale des circonstances exceptionnelles. À mon avis, chaque conscience a cette dimension morale qu'on n'analyse jamais et que je voudrais que nous analysions. Eh bien voilà, c'est clair qu'il a raison, il met le doigt sur cet état moral dans lequel nous sommes tout le temps en réalité. Et même, voilà, là je lis cet ouvrage, je le lis à partir du moment où je le lis pour d'autres personnes, pour des frères humains, pour d'autres êtres humains. Il y a quelque chose qui en moi va faire que je vais me comporter d'une certaine manière, même si il y a cette morale est inclue. Mais elle est inclue tout le temps, cette morale. Quand on est chez soi, on ne va pas se mettre à manger son plat comme un animal, par exemple. Même si on est seul, même si on mange seul, on peut se laisser aller. Exactement. Et quand on se laisse aller, on sait qu'on se laisse aller. Et on n'est pas content de soi. Donc quelque chose nous oblige à être tout le temps moral. Il y a quelque chose qui nous oblige tout le temps à être comme ça, à être dans cette morale. Et quand on n'est pas dans cette morale, on a du remords. On a quelque chose qui nous touche. Si on se laisse aller pour différentes raisons, même quand on souffre véritablement pour des raisons, parce qu'on a été quitté par quelqu'un ou parce il y a un deuil autour de nous, quelque chose, on va se laisser aller, on ne va pas avoir envie de se lever, on ne va pas avoir envie de se laver, etc. Mais on sait intuitivement qu'on n'est pas dans le bon, dans la bonne chose. Voilà. Alors, ceux qui vont transgresser complètement la morale, qui vont aller faire même partir dans le crime, cesser toute réflexion morale. Ils sont très peu nombreux en réalité dans l'humanité, ces êtres humains. Et ces êtres humains sont là pour obliger l'humanité à réfléchir à quelque chose qui ne va pas dans sa société. Pourquoi on engendre des gens, pourquoi
un enfant va se développer avec un tel narcissisme qui va devenir une psychopathie, qui va devenir quelqu'un qui sera insensible à la douleur de l'autre et qui va pouvoir jouir, ressentir un peu du plaisir que quand il a quelqu'un sous sa domination, qu'il a sa vie entre ses mains, et à ce moment-là, il va ressentir quelque chose, il va courir vers cette sensation-là, parce qu'il ne peut pas toucher son sentiment, il ne peut pas toucher les émotions que tout le monde ressent de façon simple dans les choses. Alors, voilà, on se retrouve avec des choses extrêmes, des gens qui vont pleurer à une feuille morte qui tombe d'un arbre ou à la beauté de n'importe quoi, de quelque chose d'infime. Et puis, de l'autre côté, des gens qui vont être obligés de torturer pour ressentir quelque chose au fond d'eux. Et en réalité, c'est pas par esprit méchant, c'est pas le tortionnaire comme ça, n'a pas un esprit tordu. S'il avait une machine, ou si à la place d'un être humain c'était une machine et ça remplissait le même rôle pour lui, il choisirait sans doute la machine. Il éviterait de faire du mal à ses congénères. Il le sait qu'il fait du mal. Il y a quelque chose au fond de lui, même si le blocage est tellement intense qu'ils ont du mal à faire un mea culpa, à pouvoir se mettre à la place de l'autre, à avoir assez d'empathie pour pouvoir ressentir ce que l'autre a ressenti. Mais quand la glace est brisée, ben, ils deviennent comme tout le monde, c'est-à-dire ils vont toucher cette sensibilité. Alors, la société humaine aura à travailler ça dans l'avenir qui arrive. Là, elle commence, mais il faudra qu'elle comprenne, qu'elle détecte dès l'enfance l'enfant qui va avoir ce défaut d'empathie, qui va avoir un problème avec aujourd'hui, le néolibéralisme laisse passer un paquet parce qu'il ne s'occupe pas du peuple en fait, il s'occupe que des dominants, le néolibéralisme. Donc le peuple en fait, il n'y a pas de progrès pour le peuple réellement, il n'y a pas de progrès psychologique, il n'y a pas de progrès sociaux, il n'y a pas de... Voilà, on est vraiment dans un monde comme ça. Et on va être obligé de le regarder en face, ce monde-là. Où j'en suis au niveau du temps? 28. Allez, je vais lire les 2 derniers passages. Mais tu définissais déjà la conscience, écrit Benny Lévy, la conscience comme morale dans tes premiers écrits. La liberté était l'unique source de la valeur. Aujourd'hui, tu infléchis ta pensée. La conscience était morale pour Jean-Paul Sartre, oui. Parce que c'est là, la conscience, elle est morale, elle est dans la morale, déjà. Elle est complètement la morale est complètement dans la conscience. La conscience, sur les vidéos précédentes, je l'ai bien précisé, et je le montre sur la mécanique universelle, la conscience, pour moi, elle est le premier niveau de conscience, la conscience originelle qu'on a en naissant, on ouvre les yeux, on voit, on a déjà cette conscience dans la formation du cerveau. Après on naît, quand on arrive à la vie, on voit et on a cette conscience qui voit, qui entend, qui par tous les sens est nourrie par tous les sens, par la peau, par les trucs. Voilà, on est dans un état, on est conscient. Ça c'est la conscience originelle, basique, qui est posée. Ensuite, sur cette conscience vient se poser l'ego. Et donc, la construction de l'ego, ce que nous sommes, etc. Donc, on ne voit plus le monde sous la forme qu'on peut le ressentir dans le ventre de sa mère, on le voit sous la forme de tout ce qui est construit, c'est-à-dire de tout ce qui va
avoir fait que nous sommes devenus machin, un tel, etc., telle position sociale, avec telle possession, avec tel pouvoir, avec tel... voilà. On devient, on est chargé de cet ego-là. Et par contre, si on enlève cet ego, on tombe en état d'extase. Si on enlève les couches de conscience supérieure, on va dire, de conscience ordinaire, dont on a besoin pour le monde ordinaire, la conscience du temps, de demain je dois faire ça, de la conscience de ce que j'ai vécu, etc. Toutes ces consciences qui nous sortent de la contemplation, de la conscience basique. Si on enlève toutes ces consciences et qu'on tombe dans la conscience basique, la conscience ordinaire, la conscience extatique, parce que c'est là où nous sommes en extase à ce moment-là. On tombe en extase si on est dans cet état si on enlève l'ego. Si l'ego disparaît, toutes les religions le disent, toutes les philosophies ont compris ça. C'est quelque chose qui est compris par la société humaine. Il n'y a pas de problème. Donc, quand on enlève l'ego, on tombe en état d'extase. On tombe en nirvana, en béatitude, en éveil, peu importe comment on appelle la chose. Dans cet état-là, on n'est que amour. Donc, on est total moral. Total moral. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de... Donc on n'a pas la difficulté, on va pas... Dans cet état d'extase, on pionce pas jusqu'à 4 heures de l'après-midi en état de dépression ou quoi que ce soit. On est parfaitement bien, on est heureux, Et tous nos actes, tous nos gestes sont moraux dans le sens où ils sont bons, ils ne parlent que d'amour, ils ne transmettent que de l'amour, ils sont qu'au contact de l'amour, du sentiment, des bons sentiments, etc. Donc la morale en elle-même, la conscience originelle, elle est hyper morale, on pourrait dire. Voilà, elle est dans une morale totale. Et c'est ça qui est vraiment intéressant à comprendre. Voilà. Je vais arrêter là. Bon, pourtant, ça serait bien de faire la réponse de Sartre à cette chose. Mais tu définissais déjà la conscience comme morale dans tes premiers écrits. Jean-Paul Sartre répond. Parce que dans mes premières recherches, comme d'ailleurs l'immense majorité des moralistes, je cherchais la morale dans une conscience sans réciproque ou sans autre. J'aime mieux autre que réciproque. Sans autrui, quoi. En somme. Et cette morale du regard d'autrui, je pense que c'est Lévinas qui parle de ça. Et aujourd'hui, je considère que tout ce qui se passe pour une conscience dans un moment donné est nécessairement lié, souvent même engendré par la présence en face d'elle, ou même l'absence dans l'instant, mais l'existence de l'autre. Autrement dit, toute conscience me paraît actuellement à la fois comme se constituant elle-même comme conscience, et dans le même temps comme conscience de l'autre, et comme conscience pour l'autre. Et c'est cette réalité-là, ce soi-même, se considérant comme soi-même pour l'autre, ayant un rapport avec l'autre, que j'appelle la conscience morale. Comme nous sommes constamment en présence d'autrui, même au moment où nous nous couchons et où nous nous endormons comme autrui, et là, en tout cas sous forme d'objet, si je suis seul dans ma chambre, sous forme de rappel d'une lettre qui traîne sur mon bureau, de la lampe qui a été faite par quelqu'un, du tableau qui a été peint par quelqu'un, bref, toujours autrui est là et me conditionne. Ma réponse, qui n'est pas seulement ma réponse à moi, mais qui est une réponse déjà conditionnée par autrui, dès la naissance, c'est une réponse à caractère moral. Voilà. Je vais arrêter là sur cette vidéo. Merci de votre écoute. À très bientôt.